Bienvenue à cette seconde saison des Histoires de Sorel. Nous sommes ici à la Maison des gouverneurs de Sorel-Tracy parmi la magnifique exposition de Mme Gisèle Normandin. Dans quelques instants, nous rencontrons M. Guy Lambert qui viendra nous entretenir pour une seconde fois des personnages historiques célèbres de la région de Sorel-Tracy mais qui sont méconnus. Alors, dans quelques instants, Guy Lambert. Guy Lambert, bonjour. Bonjour. Bienvenue à cette deuxième émission sur les personnages célèbres et remarquables de la région de Sorel-Tracy. On a déjà eu une première émission. On en profite pour rappeler les gens qu'on a visités et ensuite, vous avez reçu des courriels les concernant. On avait vu Pierre-Joseph Arthur Cardin, un homme politique. On avait vu Jacques Baudry, pianiste et chef d'orchestre. On avait vu Normand Cournoyer, appelé aussi Marcel Sémard, qui était lutteur aux États-Unis. On avait vu Flore Goulaine, coiffeuse de votre famille. On avait vu Théodore Joseph Lafrenière, ingénieur civil, spécialiste des questions sanitaires. On avait discuté aussi de Claude Lagacé, organisme réputé, notamment aux États-Unis et professeur d'université. On avait terminé en parlant d'Adrienne Provost, qui était une pharmacienne, la première femme pharmacienne diplômée au Québec. Oui. Vous avez reçu des courriels. Oui, j'ai reçu deux courriels. La première vient de Mme Louise Biron et M. Claude Belrose, un couple que je connais très bien, très sympathique aussi. Ils m'ont fait part de certaines informations concernant Normand Cournoyer, notre lutteur qu'on avait parlé dernièrement. Il demeurait au coin de la rue Adélaïde et Élisabeth. Dans le Vieux-Sorel, dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Vieux-Sorel. Puis, quand il a fini sa carrière de lutteur, il a travaillé pour la compagnie Beloit à Saint-Joseph de Sorel. Oui, puis étant donné qu'il était bilingue, il représentait la compagnie au Texas, à Maison-Mère. Puis, c'était son emploi qu'il avait. Puis là, maintenant, je pense qu'il est encore vivant. Il demeure à l'extérieur de la ville de Sorel maintenant. Et Mme Louise Biron, qui est une sommité dans Les Filles du Roi, elle a écrit 2 volumes concernant l'arrivée de ces femmes au Québec. OK. À Sorel particulièrement. Puis deuxième courriel, vous avez reçu? Oui, j'ai reçu un deuxième courriel de Mme Michelle Morgan, auteure. Elle me fait part que son grand-père a été maire de Sorel de 1919 à 1922, William George M. Morgan, et que son père était propriétaire de l'hôtel Carlton à Sorel, un hôtel très réputé, malheureusement qui a été incendié en 1999. C'est un hôtel très réputé par rapport à tous les touristes qui venaient de l'extérieur de la région. Il allait visiter cet hôtel-là. OK, donc tu as des clients finalement. Tu as des clients, puis c'est une grosse perte pour la ville de Sorel. OK. Intéressant. Là, on va parler de la famille Beauchemin. Oui, je vous ai déjà parlé auparavant dans l'autre émission de la famille Simard, qui était très réputée au niveau mondial. La famille Beauchemin, elle est plus réputée au niveau de la région de Sorel, mais qui a eu, par rapport à ses réalisations, elle s'est fait connaître partout au Canada. Je vais vous parler surtout de Moïse Beauchemin. Moïse Beauchemin, c'est la famille des Beauchemin, viennent de Nicolet. Moïse Beauchemin travaillait sur la terre et comme un créateur, il trouvait que ça ne donnait rien, il n'y avait pas d'avancement à travailler sur la terre. Un patenteux. Oh, pas à peu près, pas à peu près. Donc, il s'est construit un bateau à vapeur sur son terrain. Il faisait la risée de son voisinage. Tout le monde ne comprenait pas pourquoi il se bâtissait un bateau à vapeur sur son terrain à Nicolet. Lui, dans sa tête, il savait déjà pourquoi il le faisait. Au printemps, à la crue des eaux, l'eau montait assez haute que le bateau s'est en allé tranquillement sur la rivière Nicolet. OK. Puis après ça, il s'est en allé aux Trois-Rivières. De là, il savait que la rivière Nicolette était peu profonde. Puis il avait entendu parler qu'à Sorel, il y avait des quais à eau profonde. Donc, lui et son frère Louis-Olivier sont arrivés à Sorel et ils ont commencé... On parle de quelle année, là, à peu près? Bien, M. Beauchemin, il est né en 1821, puis il est décédé en 1891, mais à Sorel, en 1872. OK. Il avait 51 ans à cette étape-là. Et avec le bateau qu'il avait fait, il avait ouvert la première ligne de navigation à vapeur entre l'Assomption, Terrebonne et Montréal. Okay. Donc, on voit déjà son esprit d'entrepreneurship. En 1872, il a construit à haute échelle sa réputation de constructeur habile à se répandre dans tout le pays. Il construisait des bateaux à vapeur dans tout le Canada. Il venait s'informer de toutes les nouvelles créations, toute invention que M. Moïse Beauchemin avait. Est-ce que c'est l'ancêtre des chantiers de Marine Industrie? Non. Marine Industrie, c'était les chantiers Manceau, à la rive ouest de la rivière Richelieu. Lui, donc, il y avait 2 chantiers, finalement. Oui, bien, il y a eu le chantier Pont-Brillant aussi qui était à côté, un petit peu plus loin, autour du début 20e siècle. OK. Donc, puis,
Après ça, les chantiers Beauchemin, ils les appelaient comme ça. Ils ont lancé 32 vaisseaux. Puis, les principaux se nomment le cultivateur, le héros et l'étoile. Le cultivateur, c'est un gros bateau à vapeur qui faisait des randonnées très courues. Puis c'était des bateaux aussi pour les gens, pour faire des paquebots. OK, donc on parle toujours de Moïse Beauchemin. Toujours de Moïse Beauchemin, oui. Puis Moïse Beauchemin il est handicapé par un manque d'instruction. OK. Il ne savait pas lire. Donc, il a appris à lire à 59 ans. Puis il a réussi en peu de temps à apprendre à lire. OK? Après ça, à Sorel, avec son frère Louis-Olivier, il a implanté la plus importante manufacture de la région que les gens de l'époque surnommaient la boutique. On fabriquait? Oui. Puis en 1867, OK. il employait 75 personnes. Il produisit la première faucheuse fabriquée dans la province de Québec. La première faucheuse qu'il a inventée. Donc, il a obtenu 2 médailles de la province pour sa fabrication de machinerie. Il a été récompensé pour ça. OK. Fait que, c'est en 1872 encore, son esprit inventif mit les chantiers Beauchemin en avance dans la construction des plus beaux navires au Canada. Puis, ils sont établis à Sorel depuis 1859. Okay. Ça, c'est la famille des Beauchemin. En 1861, la fonderie compte 20 travailleurs. OK, donc on passe de fabrication de matériel mécanique à la machinerie agricole. Machinerie agricole à une fonderie. Oui, tout à fait. Ils créaient leurs appareils, ils les vendaient partout au Canada et aux États-Unis. Okay. Des faucheuses, des herceuses. Ça, la fonderie, est-ce que c'est les locaux actuellement? Là? Oui, et tout à fait. Quand on vient... En bas du pont-Turcotte, oui, du tout à fait. côté de Sorel. Si on vient de secteur Tracy, puis on passe le pont, vous allez voir une grosse bâtisse, elle existe encore. Elle est encore là. Puis avant, c'était la fonderie Beauchemin. Après ça, ça s'est appelé Sorel Steel. Oui. Donc, c'est là que la bâtisse, elle existe encore, okay. des Beauchemin. En 1861, la fonderie comptait 20 travailleurs. 10 ans plus tard, on en comptait 40. Puis, qui fabrique entre autres 30 batteuses, 325 faucheuses et 30 moissonneuses. Ça vient tout seul, puis c'était vendu à travers le Canada. À travers le Canada. À travers le Canada. Donc, il y avait du rayonnement. Là. Ah, beaucoup de rayonnement. Puis c'est par rapport à l'esprit créatif de Moïse qui inventait. Il y avait quelque chose qui ne marche pas, il le créait puis il l'inventait. C'est pour ça que c'est une personne qui est très significative. Donc, il y avait aussi Alfred, qui était président et directeur général, Alfred Beauchemin, qui faisait partie aussi de l'industrie, c'était familial. Puis son frère Louis, après 12 ans, il est retourné à Nicolette, inventé lui aussi des scieries. Il a inventé une scierie là-bas pour couper le bois. Okay. Donc, il y avait aussi la spécialité, c'est de l'acier manganèse ou chrome avec spécification. Là, on parle des années 1850, OK, 1860. Malgré, là, on parlait par exemple de manque d'instruction de Moïse Beauchemin. Oui, tout à fait. Mais d'un autre côté, on arrive dans des questions pour l'époque, de haute technologie ou de très haute technologie. Ou de fonte spéciale. Tout à fait. Il y avait des pièces d'une capacité d'un livre à 15 000 livres, puis il y avait une capacité annuelle de 5 000 tonnes d'ouvrages sur les modèles que les gens demandaient. Okay. Donc, c'était une usine, c'était une industrie haut de gamme. C'était rayonnant pour l'époque. Tout à fait rayonnant. Puis, ils ont créé une machine, une roue directrice à vapeur, ils l'appelaient la machine Beauchemin, qui se trouvait sur tous les navires au Canada. C'était le genre d'outillage de qualité produit par la Sorel Steel Foundry et par la Sorel Mechanical Shop. Ça, c'est les frères, puis c'est des sous-compagnies à Moïse Beauchemin qui étaient là aussi. Sorel Mechanical Shop, c'était juste l'industrie à côté qui malheureusement a passé au feu en 1985. Qui était juste à côté de là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Parce que Moïse Beauchemin, un jour, a rendu l'âme, j'imagine. Oui, puis là, ben, comme il a rendu l'âme, son fils, Hector Beauchemin, il ne tenait pas des voisins non plus. Comme on dit, la pomme n'a pas tombé loin du pommier. Il a été choisi pour la commission du service civil, agent de la marine, ministère des Transports pour le district de Montréal. Il a fait ses études commerciales et scientifiques au Mont-Saint-Bernard de Sorel. On voit que... Mais le Hector Beauchemin, là... C'est le fils de Moïse. C'est le fils de Moïse, mais lui, il n'est plus dans l'industrie, là. Non, lui, il a fait des études... Qu'est-ce qui arrive avec l'industrie? Elle est vendue? Oui, elle a été vendue. Puis Sorel Steel, il y a des frères Simard qui ont racheté un peu plus tard. OK, donc les frères Simard auraient racheté de Moïse Beauchemin. Tout à fait. OK, puis là, vous nous parlez de Hector Beauchemin. Oui, le fils de Moïse. Ouais. En 1926, il étudiait la technique de la construction. Bon, il étudie la technique de la construction et du dragage. En 1927, l'année suivante, il contremaître des travaux au champ d'aviation de Saint-Hubert. Un an plus tard, donc, contremaître. En 1931, transféré au ministère de la Marine comme inspecteur en chef
pour la branche du Chenal, Maxime Saint-Laurent. Alors, on continue. En 31 encore, retour au ministère des Travaux publics à titre d'inspecteur surintendant. Après ça, il était en charge des travaux d'arpentage et de sondage sur les lacs et les rivières dans le district de Montréal. On voit comment c'est des gens brillants. Puis, en 1945, un petit peu plus tard, il est nommé surintendant des phares. Fait que, pour l'article du journal, quand il termine, la nomination de M. Beauchemin rend justice à sa compétence et à son travail persévérant et a fait honneur aux Canadiens français et à Sorel en particulier. C'était l'époque. Toute une époque. Et, Là, je vous amène sur une troisième personnalité, Micheline Beauchemin. oui, grâce à un article de M. Roland Plante, malheureusement décédé, Micheline Beauchemin, la fille d'Hector, la petite fille de Moïse. OK, donc née en 1929. Oui, 1929 est décédée le 30 septembre 2009. Moïse Beauchemin était réputée dans les arts. OK, donc c'est une artiste. Elle est une artiste, oui. Puis, elle possédait un génie créateur. Quand on parle de génie, c'est Dans quel domaine? dans les arts visuels, puis surtout les tableaux, les œuvres. Ce que j'ai lu, la tapisserie. Là. Tapisserie, exactement, la tapisserie en lisse. Exactement. Puis, c'est des grandes œuvres architecturales. Ça peut avoir 1 mètre par 2 mètres. C'était avec, je vais le dire un petit peu plus tard, parce que c'est un génie créateur, un but d'une soif de recherche et de perfection. Vous allez voir les racines de cette famille. C'est ce que je vous dire. Elle avait du grand-père dans le nez. Du grand-père, du père, probablement de l'arrière-grand-père aussi, je ne sais pas, mais c'est tous des gens excessivement brillants. Okay? Elle s'est inspirée par les îles de Sorel, souvenir de son enfance. Elle se spécialisa en gravure et en vitrail à Paris. Bon, elle est partie à Paris. On voit déjà que ça ne se limitait pas Est-ce nécessairement. qu'on trouve ces œuvres de nos jours dans, Oui. dans les musées? Ou... Oui, il y en a. Elle est allée en Grèce. Elle débute en broderie aussi, exactement. Ses premières tapisseries sont sorties de fils d'aluminium, d'argent et d'or. Juste pour vous dire comment elle est bonne. Elle a exposé à Montréal, à Paris, à Tokyo. Puis elle a séjourné en Amérique du Sud pour étudier la méthode du travail des indigènes. On voit que ces personnes-là ne se limitent pas nécessairement à ce qu'ils veulent toujours apprendre. Ils sont soif de création, sont soif d'apprendre. Donc, ses travaux en textile, en métal et en fibre sont répandus à l'échelle mondiale. Elle produit des œuvres de dimension architecturale. Elle a des œuvres à la Place des Arts, au Centre national des arts, puis à Radio-Canada. OK. Elle a reçu beaucoup de prix. Je vais vous en amener seulement quelques-uns parmi ses nombreux prix. En 1973, elle a reçu officier de l'Ordre du Canada. En 1988, le prix de l'Institut canadien de Québec. En 1991, chevalier de l'Ordre national du Québec. 2006, prix du gouverneur général en arts visuels et en arts médiatiques, prix conjoint avec le Conseil des arts du Canada. C'est très intéressant parce que c'est des gens qu'on connaît peu pas dans la région, région de Sorel-Tracy. Oui, exactement. Alors, merci, Guy Lambert, de nous la faire connaître. Mais c'est surtout la famille et la descendance de ces personnes-là, comme quoi, qui ne s'arrêtent pas à une première étape. C'est des gens qui cherchent toujours l'excellence dans tout ce qu'ils ont fait. OK. Un autre, on va cheminer dans notre émission, un autre personnage célèbre qu'on ne connaît pas, comme personnellement, j'ai connu en faisant ma recherche, Louis-Zéphirin Gauthier. Qui est-il? Louis-Zéphirin Gauthier, c'est un architecte. On change de domaine un petit peu. Il est né le 25 août 1842. Il était le fils d'Amable Gauthier, un sculpteur. Lui aussi, les arts. Okay. C'est un architecte, mais orienté vers les arts. Puis lui, sa fonction, c'est surtout de créer... il était architecte au niveau religieux. C'est lui qui a créé l'église à Sainte-Anne en 1878-19. OK, donc c'est l'architecte de l'église de Sainte-Anne. Oui, l'architecte de l'église Immaculée Conception à Saint-Ours en 1880-82. Et quelques années après, je me souviens bien, en 1885, l'église de Saint-François-du-Lac. Donc, il a été longtemps au diocèse de Saint-Hyacinthe. OK. Mais est-ce qu'il a œuvré seulement dans la région? Il a rayonné partout. Il y a eu un rayonnement... Oui. Quand la mort de son père, il a pris la relève. Puis, il a fait l'église Saint-Joseph aussi également. Sainte-Anne, Saint-Joseph, Saint-Ours et Saint-François. Il a résidé à Sorel jusqu'en 1888, au moins 15 ans de temps. Il a résidé à Sorel, Louis-Zéphirin Gauthier. Il était recherché partout au niveau du Québec. Puis il a travaillé beaucoup à Montréal aussi, okay, pour construire des maisons, surtout de haute gamme, mais surtout aussi des églises. Il a travaillé
il a conçu au moins 25 églises au Québec, et des presbytères et des églises. Il était renommé, mais il était recherché. Il s'est greffé avec un autre architecte, Roy, puis après, il a fait d'autres plans de grandes églises du diocèse d'Ottawa. Des églises d'Embrun, de Hawkesbury, puis Rockland en Ontario. Sa réputation débordait Donc, déjà de Québec. une réputation rayonnante, on peut dire. Tout à fait, tout à fait. Là, Fait il a continué, de 1905 à 1908, il continue à restaurer et agrandir les temples catholiques déjà construits. OK, donc il était spécialisé en architecture religieuse. Absolument. Oui. Religieuse catholique. Oui, les temples religieux catholiques. Puis, avec son autre architecte qui était avec est décédé. Donc, c'est associé avec un autre architecte, un jeune architecte de Haut très talentueux. Ils ont fait la bâtisse des autres études commerciales de Montréal. OK. C'est quand même assez gigantesque. Et aussi, l'Institut catholique des sourds-muets de la province de Québec, érigé en 1916. Puis la bâtisse des autres études commerciales en 1907. OK. Donc, on peut... Là, je vous amène à mon coup de cœur. Découverte. Amanda Plante. Amanda Plante. On vous écoute. Oui, ça s'adresse un petit peu plus aux gens un petit peu plus âgés, à moins qu'il y en a qui aient vu des reprises. Amanda Plante, qui est née à Sorel le 20 novembre 1889, a déménagé à Montréal à l'âge de 16 ans, puis a reçu une formation de chant. Son maître de chœur tombe en amour avec et ils unissent leur union en 1913. Donc, elle a changé de nom, Amanda Plante. Là, elle s'appelait Amanda Allary. Elle a pris le nom de son mari. Comme c'était coutume à l'époque. Comme c'était coutume à l'époque. Les années 30, ils ont marqué l'envol de sa carrière. Elle a été à l'émission parce qu'elle chantait, elle avait une capacité. La veillée du samedi soir sur les ondes de CKAC, qu'on ne connaît pas nous. Après ça, Gracien Gélina, il l'a emmené dans sa troupe, elle participe au célèbre Fridolinade. Ça, on a entendu parler un petit peu, Fridolinade de Gracien Gélina. Après, là, c'est là que la comédienne colorée apparaît dans le film Ticoc en 1953. Mais c'est surtout le rôle de Maman Plouf dans le téléroman La famille Plouf de 1953. Dans le célèbre téléroman. Célèbre. Il ne faut pas oublier que la télévision est arrivée au Québec en 1952. Donc, le téléroman représentait la vie commune québécoise du temps. Puis, il n'y avait pas beaucoup, dans ce temps-là, il n'y avait pas beaucoup de télévision. Puis, c'était une des émissions phares. Tout le monde écoutait ça parce qu'il n'y avait pas d'autre chose, il n'y avait pas de grande diversité. Donc, Maman Plouf est une Sorelloise. Oui, tout à fait. Elle était très connue. À l'époque. Ah oui, très connue. Puis après ça, elle a fait En haut de la pente douce en 1959-61, qui était une émission qui était assez populaire aussi. Puis Le petit monde du Père des Gédéons en 62-63. Fait que, elle est décédée le 9 décembre 1965. Puis sa fille, qui est très connue, Pierrette Allary, qui est une chanteuse lyrique, qui est acclamée au Québec, mais surtout en Europe et aux États-Unis. Donc, elle avec... Amanda Plante, Amanda Allary. Puis Pierrette Allary. Maman Plouf. Maman Plouf, que tous les gens de cette époque qui ont vu... C'était un des personnages principaux de ce téléroman. Écoutez, c'est fort intéressant, c'est une découverte, comme je vous dis. Autre découverte que j'ai faite, parce qu'on passe souvent sur le boulevard Fiset. Eh oui, exactement. Puis on ne se questionne pas. Qui était ce Fiset-là? Qui est-il? Qui est-il? Je pense que l'avenue Boulevard Fiset est une avenue très importante, un des artères commerciales les plus importantes, et elle revient à un personnage tout aussi important. C'est un médecin, qui est le Dr Fiset, surintendant en chirurgie à l'hôpital Richelieu de Sorel. Robert Fiset, pour le Robert Fiset, c'est ça. Donc, il a fait son cours en médecine, c'est professeur à Saint-Anne-de-Beaupré. Il a fondé un sanatorium. Déjà, en partant, on voit... il a fondé un sanatorium à Saint-Anne-de-Beaupré. Oui. Donc, c'est un natif de cette région-là. Tout à fait. Il devient président et directeur médical de cette institution. Déjà, on voit le potentiel. Ils ont tous des liens communs, ces personnes-là. Ils gravitent les échelons très rapidement par rapport à leur potentiel intellectuel, leur potentiel créatif. Ils ont remarqué une capacité innée à se faire remarquer. Tout à fait. Même sans le vouloir, souvent. Tout à fait, c'est des aides d'exception. C'est des aides d'exception. Dr. Fiset s'est rendu en France, suivi des cours à l'Université de Paris, fit un stage à l'hôpital Cohen au service du professeur Pierre Delbet, chirurgien orthopédiste de réputation mondiale. Donc,
il s'est rendu, comme on parlait tout à l'heure des beaux chemins, ils vont chercher une expertise à l'extérieur. Un an en Europe, il devient à Sainte-Anne-de-Beauté comme chirurgien en chef. Et aux exigences du progrès de cette ville, il fonda l'hôpital Richelieu avec le docteur Gaston Case. Je ne savais pas qui était. OK, l'hôpital Richelieu devant le parc, le Carré Royal. Tout à fait. Maintenant, c'est une résidence personnes âgées. Oui. C'est ça. Donc, il a été directeur et chirurgien de l'hôpital Richelieu, que tout le monde connaît. Il a inauguré un nouveau processus pour l'anesthésie par réfrigération. Donc, on voit qu'il a encore inventé quelque chose de spécial. OK. Il est très brillant, encore une fois. Oui, Il était maire de Sorel. oui, il était maire de Sorel de 1956 à 1964. OK. Il s'est impliqué aussi. Puis aussi, il ne faut pas oublier, le docteur Fizet, Robert, il a rencontré le pape Pie XI et le pape Pie XII. OK. Puis il est allé aux États-Unis pour être capable pour faire connaître la région de Sorel au niveau industriel. Faisait du développement économique. Donc, M. Fizet allait aux États-Unis pour faire du développement économique. Oui, il ne se limitait pas seulement à Sorel et ses environs. Il était cherché, il voulait avoir un développement économique plus grand. C'est lui aussi qui a fait des démarches pour que le parc royal soit classé comme un immeuble patrimonial. OK. Il a fait ses démarches pour ça. Intéressant. Donc, c'est un homme excessivement important puis très influent, Sorel. Autre personnage qui a un lien avec Sorel, Sorel-Tracy, Lomère Gouin, 13e premier ministre du Québec. Oui. Puis, il est né à Grondines le 19 mars 1961. C'est un médecin. Puis, à la mort de son père, il est venu vivre à Sorel. Puis, il a fait ses études au Collège de Sorel. Il faut dire que le Collège de Sorel, dans ce temps-là, c'était le Collège Mont-Saint-Bernard, mais avant, ça s'appelait le Collège de Sorel. Puis, après ça, il est parti au Collège Lévis, l'Université Laval. Puis, après le Collège de Sorel, on a appelé le Mont-Saint-Bernard. OK. C'est pour ça que, oui. Il a reçu plusieurs doctorats honoris causa. Collège Bishop en 1913, Université McGill en 1911, Toronto en 1915 et Queens en 1921. Donc, les doctorats honoris causa, c'est pour la personnalité de renommée nationale ou internationale. OK. Donc, il a fait son lien avec Sorel, c'est qu'il a fait des études ici. C'est ce qui, Oui, il a fait des études ici. Puis, naturellement, il a été directeur politique du journal La Presse, nommé membre du Conseil de l'instruction publique de la province de Québec, président du conseil d'administration de l'Université de Montréal. C'est lui qui a publié le Code municipal de la province de Québec en 1890, le Code municipal. Il a été renouvelé il y a quelques années, mais il a été longtemps l'outil des municipalités. OK. OK. Puis lui, il avait une façon bien particulière. Il était candidat libéral. Il était défait dans Richelieu. Là, après ça, il a été réélu à l'heure. Après ça, il a démissionné. Là, après ça, il est allé dans un autre poste. Il gravitait tout le temps. Il est revenu député. Après ça, il est retourné. Il s'est promené comme ça souvent. Il était ministre de la colonisation des travaux publics, premier ministre de la province de Québec et président du conseil exécutif. Donc, c'est un homme polyvalent. Il en a fait des choses. Puis, lui, il n'était pas capable de rester à la même place longtemps. OK. Il était président, après il démissionnait. Il est retenu dans un autre comté. Il était membre, il était député dans 2 comtés. On parle ça souvent. Il était député dans 2 comtés. Je ne sais pas exactement de quelle façon ça s'est fait, mais on a eu un premier ministre qui est resté à Sorel aussi. Quand on pense premier ministre, on pense surtout à Robert Bourassa. Ouais. Mais Lomère Gouin aussi est resté à Sorel plusieurs années. Intéressant. Il est ministre de la Justice et du cabinet de M. King. Le temps file, Guy Oh, Lambert. le temps file. Autre personnage célèbre qui lui aussi m'a impressionné, Jules Hardy. Ah, ça, je l'ai dit, c'est, je vous dirais, dans les personnages que je fais depuis longtemps, ce sera un de mes top 10. OK. Oui, on parle de la famille Simard, on parle des êtres excessivement intelligents, mais le docteur Jules Hardy, puis lui, il a fait de la chirurgie. C'est un chirurgien, c'est un neurochirurgien. Un neurochirurgien de compétence mondiale. En tout cas, il y a des thèmes là-dedans, je vais essayer de résumer ça un petit peu. De la chirurgie transnasale de l'hypophyse. L'hypophyse, c'est une glande dans le cerveau. Puis lui, a participé à plusieurs découvertes importantes et est un acteur important dans l'implantation des techniques de microchirurgie. Son apport a été reconnu au point où la société a créé le Jules Hardy Award. Il n'y a pas grande personne à Sorel qui ont leur trophée à chaque année, voulant récompenser une carrière exceptionnelle dans le domaine de la chirurgie hypophysaire concernant l'hypophyse. De l'hypophyse.
Il est né à Sorel le 16 juillet 1932. Il est fils de Bernard Hardy et de Cécile Péloquin, également originaire de Sorel. Il a suivi son cours primaire au collège Sacré-Cœur de Sorel, pour ensuite poursuivre ses cours classiques chez les Jésuites au collège Brevet de Montréal. Donc, réputation internationale. Internationale, absolument. Comme neurochirurgien, comme inventeur, puis qui a fait progresser la science. Ah, tout à fait. Il a son certificat en spécialiste en neurochirurgie du Collège des médecins et chirurgiens de la Ville de Québec, celui de Fellows du Collège royal des chirurgiens du Canada et l'American College of Surgeons aux États-Unis. Il y a tellement de prix que je pourrais passer 30 minutes seulement à parler de ça, mais il a travaillé beaucoup sur la glande hypophyse. Ça a contribué aussi sa nouvelle technique, la technique neurochirurgicale, qu'il développa lui-même, a permis de restaurer la fertilité chez d'innombrables femmes stériles et de minimiser les troubles de croissance. Okay. Je peux vous dire que là, c'était quelqu'un. C'est un top dans le monde. C'est épouvantable. Il y avait des talents de créateur, ce charmant docteur Jules Hardy. Il a développé des nouveaux instruments microchirurgicaux pertinents à utiliser partout dans le monde. Okay. Donc, un enfant de Sorel. Un enfant de Sorel, puis en 1967, il a dessiné un modèle géant du cerveau en 3 dimensions qui fut exposé au pavillon de l'homme et de la vie à l'exposition internationale en 1967. Tout un personnage. Donc, il a reçu 45 chapitres, il compte 45 chapitres de livres, 143 articles et 66 résumés scientifiques. Il a reçu au cours de sa carrière une dizaine de subventions de recherche, soit du Conseil national de recherche ou de diverses fondations. Okay. Donc, je pourrais continuer. Juste pour terminer, parce que le temps file, il y a eu des reconnaissances honorifiques au Liban, au Mexique, au Commonwealth britannique, naturellement à l'Officier de l'Ordre du Canada, Chevalier de l'Ordre national du Québec, au Brésil, à Amsterdam, puis il y a eu une mention d'excellence de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal pour terminer. Donc, c'est un être... on pourrait dire un immense personnage. Ah, je veux dire... Puis moi, je suis content parce qu'il est né Sorel, de parents sorelois, puis il a fait son cours primaire ici, puis c'est un être connu mondialement parce que son quotient intellectuel et ses talents de créateur exceptionnels. Là, on parle reconnu mondialement. Okay. Puis quand on invente des instruments chirurgicaux, il faut être une classe à part. Absolument. Écoutez, sujet très intéressant. Jacques Racicot, parce qu'on a le temps file. Jacques Racicot, parlez-nous de Jacques Racicot, un architecte connu dans la région. Ben oui, je vais faire ça rapidement. Pour commencer, il était reconnu parce qu'entre 1960 et 1980, il a conçu, parce que c'est un architecte renommé, plus que sorelois, renommé au niveau du Québec et même qui a dépassé la province de Québec, il a presque tout fait les édifices scolaires et municipaux de la région. On parle de les appartements blancs. Devant l'Hôtel-Dieu. À côté de l'Hôtel-Dieu, avec l'architecte Roland Champagne. La mairie de Tracy, le centre culturel de Tracy, le centre de formation professionnelle. La piscine Laurier R. Ménard. L'école secondaire Fernand Lefebvre, aussi avec l'architecte Roland Champagne. Le palais de justice de Sorel. La capitainerie de la marina de Sorel. Le cégep de Sorel-Tracy. Donc, le comité du patrimoine a décidé de donner à l'ancienne mairie de Tracy l'édifice au nom de Jacques Racicot, le comité du patrimoine de la ville de Sorel. Donc, on s'aperçoit, puis il a même fait un édifice à Québec. Oui, c'est un édifice, c'est la Caisse populaire Notre-Dame de Chemin au début des années 60, confie à l'architecte Jacques la conception d'un nouvel édifice. Il est influencé par celui du musée Guggenheim de New York. Puis, il y ressemble. 2 gouttes d'eau, c'est basé là-dessus. Donc, ça l'a nommé Dépasser les bornes, mais c'est un architecte très... Donc, on lui doit la majorité des grands édifices qui couvrent la ville de Sorel-Tracy. Fernand Lefebvre, qui a toujours été reconnu pour sa beauté, son élégance extérieure aussi. Puis, moi, c'est la piscine Laurier Ménard. Oui, avec une vague, un sel de vague. Oui, tout à fait. Donc, il y avait beaucoup d'imagination. Le temps file, on achève. Vous avez une devinette. Oui. Pour votre animateur. Oui, tout à fait. On vous écoute. J'ai essayé de répondre. La dernière fois, je l'ai eu. Oui, mais je ne suis pas sûr que celle-là, vous allez l'avoir. Savez-vous quelle distance qu'il y a entre les 2 rails de chemin de fer? Non, j'ai aucune idée. Oui. Puis où ça devient, cette largeur-là? Elle a 4 pieds, 8 pouces et 1 demi.
OK, 4 pieds, Oui. 8 pouces et un demi. Oui, là, pour commencer, vous allez vous trouver jamais c'est quoi, mais personne peut-être le sait c'est quoi. OK, Mais en allons-y tout cas, c'est gaiement. bien. Les chemins de fer ici, les Américains, quand ils ont fait le chemin de fer, ils ont pris la même largeur pour que les trains de marchandises puissent s'en venir ici. Donc, les Américains, ils se sont basés sur l'Angleterre avec la même largeur. La même largeur. La même largeur, parce que les locomotives anglaises étaient utilisées ici, en Amérique du Nord. Donc, ils ont pris la même largeur pour aller avec les rails. Donc, l'Angleterre, c'était la même largeur que les rails. Après ça, c'était des tramways. Avant, ils ont pris la même largeur aussi. Ils ont pris la même largeur pour faire les locomotives anglaises. Là, on recule tout le temps. Après ça, on continue. Les premières routes, les grandes routes en Europe, il y avait des chariots. Puis des chariots, il y avait des traits. Fait que quand les chevaux passaient, il y avait toujours les mêmes traits. Fait que pour ne pas prendre une autre grandeur différente, pour ne pas briser l'essieu des chariots, fait qu'ils ont pris cette largeur-là dans le temps. Puis cette largeur-là, elle vient des Romains. OK. Oui, avant Jésus-Christ. OK. Parce que les chariots, ceux qui ont vu le film Ben-Hur, OK. voient très bien que l'arrière-train des chevaux, le chariot en arrière était légèrement plus large un petit peu pour ne pas passer dans le trait des chevaux. OK. Donc, les rails de chemin de fer qu'on a ici pas loin, ça vient du temps des Romains. Vous êtes d'Empire romain. Ils viennent de l'Empire romain. Intéressant. 4 pieds, 8 pouces et demi. 4 pieds, 8 pouces et demi. Guy Lambert, on se revoit dans une 3e émission qui, cette fois-ci, ne portera pas sur les personnages célèbres, mais va porter sur Les restaurants. les restaurants dans la région de Sorel-Tracy Oui. célèbres, dont vous-même, dans votre famille, étiez propriétaire du restaurant Lambert célèbre. Ah, je ne sais pas s'il est célèbre, il était connu. Mais on va vous faire un répertoire des restaurants avec toute la dynamique qu'il y a eu pour les restaurants. Pour les Depuis restaurants. le début des restaurants. OK, donc, dans une prochaine émission. À la prochaine. Guy Lambert, on vous remercie infiniment C'est moi qui vous remercie. de votre passage à Histoire de Sorel. Merci.